La Grande Muraille Verte est-elle un échec? 15 ans après son lancement, seuls 4% des terres concernées par ce projet panafricain d'envergure ont été restaurées. C'est le grand angle de ce samedi 26 septembre. La Grande Muraille Verte est un projet révolutionnaire mis en place par les pays africains du Sahel, une bande végétale traversant le continent d'est en ouest. Gilles Boetsch, anthropologue, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes anthropologue, directeur de recherche et président du conseil scientifique du CNRS, ex-président du conseil scientifique du CNRS, auteur de La Grande Muraille Verte, une réponse africaine au changement climatique chez CNRS Éditions. Merci d'être avec nous. Et avec nous également depuis Dakar, Haïdar Elali, écologiste sénégalais. Merci à vous d'être avec nous, d'autant plus que vous avez passé la journée à construire cette grande muraille verte. Journée très concrète pour vous, racontez-nous. Bon, et à la limite, petite journée, parce que je consacre ma vie à restaurer les écosystèmes de mangroves, les océans ou les filets perdus et tous les sites. Et aujourd'hui, l'exemple que je dis, mais je pourrais vous dire la même chose la semaine dernière, l'année dernière. Ce matin, on a planté des arbres dans la caserne de pompiers. On a planté des arbres aussi dans la commune des parcelles. Alors, monsieur Elali, je suis obligée de vous interrompre malheureusement parce qu'on n'a pas une très bonne connexion avec vous. On va relancer tout ça, vous nous rejoignez après. Il s'agit donc, on l'a compris quand même, de reverdir le Sahel. Vous nous expliquez que vous avez aujourd'hui planté des arbres. Les enjeux sont colossaux, notamment pour les populations. Anne-Sophie Pierry fait le point sur ce projet pharaonique. Dans cette école du quartier de Gueule-Tapée à Dakar, 40 arbres ont été plantés ce mois-ci. Un nouveau pan de la Grande Muraille Verte s'érige au Sénégal. Qu'est-ce que la Grande Muraille Verte? Un projet écologique ambitieux lancé en 2007 sous l'égide de l'Union africaine avec un objectif, ralentir l'avancée du désert et reconstituer les écosystèmes sahéliens. 170 millions d'euros récoltés pour créer une bande de reboisement de Dakar à Djibouti. 15 km de large, près de 8000 km de long et 11 pays traversés. Pourquoi? La région souffre de surpâturage et de sécheresses successives depuis 60 ans. Les sols appauvris entraînent la disparition de cultures indispensables. Populations et animaux fuient la zone. La Grande Muraille Verte porte de nombreux espoirs. Certaines parcelles de culture ont entraîné un retour à la vie. Avant, il n'y avait rien ici. Mais maintenant, les animaux ont de quoi se nourrir et on peut vendre du fourrage. Le terrain est métamorphosé. Quelles sont les limites? Des ambitions, mais peu de résultats. 4 millions d'hectares ont été aménagés sur les 100 millions visés d'ici à 2030. Absence de volonté politique, manque de moyens humains et financiers des ministères de l'Environnement. La Grande Muraille Verte est-elle aujourd'hui un mirage? Elle paraît pourtant plus nécessaire que jamais. Alors, certaines personnalités s'engagent à l'image d'Ina Modja et défendent le projet. C'est pas qu'un projet d'agriculture ou de développement économique, c'est un projet humain d'abord, parce qu'il est basé sur la capacité des gens à le mettre en place, leur volonté, leur résilience. La montée des conflits et de l'insécurité au Sahel freine encore un peu plus cette initiative. Niger, Mali, Burkina Faso, une majorité de la région est passée au rouge. Mais le rêve de la Grande Muraille se poursuit envers et contre tout. Envers et contre tout, mais seulement 4 millions d'hectares aménagés sur 100 millions visés d'ici à 2030, après 15 ans. Est-ce qu'on aurait pu espérer mieux? Alors d'abord, c'est pas 15 ans, c'est 12 ans. Deuxièmement, 4 millions, c'est l'équivalent de la surface de la Belgique, donc c'est quand même pas rien. Et effectivement, on n'est qu'à 4%. Il y a la guerre à peu près partout, dans le Sahel. Il y a une sécheresse épouvantable. Donc, on fait ce qu'on peut. Mais ce que je voudrais quand même rappeler, c'est que ce projet de Grande Muraille Verte, ce n'est pas simplement qu'une plantation d'arbres. C'est aussi des projets de villageois, des projets d'hommes et de femmes qui sont derrière et qui vont pouvoir développer de nouvelles activités économiques. La zone dans laquelle on travaille, dans le nord du Sénégal, est déjà une zone qui devient attractive. C'est-à-dire non seulement les gens ne partent plus, mais il y a même des gens qui viennent pour travailler. Donc moi, je suis quand même plutôt optimiste. Plutôt optimiste. On va reprendre tout ça point par point.
on va revoir la carte. La Grande Muraille Verte traverse une mosaïque de 11 pays. Sur cette carte, on le voit bien, elle passe dans cette zone en rouge, qui est la zone du Sahel, où règne la montée des conflits, de l'insécurité. Ça, c'est un vrai frein au projet. Est-ce que ça veut dire que, du coup, il y a tous ces territoires-là qui ne sont pas accessibles au projet ? Eh bien, c'est effectivement difficile parce que quand il y a des combats, quand les populations fuient la guerre, eh bien, c'est difficile de leur dire de planter des arbres. Est-ce que c'est une des explications de ces 4% seulement ? C'est une seule des explications. L'autre est le problème climatique. Et le troisième, c'est aussi un problème de mode de gestion des populations locales, à savoir qu'il y a, comme c'est une zone sahélienne, presque désertique, il y a beaucoup d'éleveurs. Parce que l'élevage est quasiment la seule économie qui fonctionne. Donc il faut négocier et gérer avec les éleveurs pour pouvoir poursuivre la mise en place de cette Grande Muraille Verte. Haider El Ali, vous êtes l'un des écologistes les plus respectés d'Afrique de l'Ouest. Le président sénégalais a fait appel à vous pour sauver cette Grande Muraille Verte. Le Sénégal, vous diriez ça, une réelle volonté politique de mettre en œuvre le projet ? Oui, absolument. Déjà, je voudrais dire que c'est au Sénégal qu'on a réussi l'incroyable mission de planter 156 millions de propagule de mangroves, qui couvre plus de 15 000 hectares de mangroves plantés dans le delta de Saloum, dans le delta de Casamance. Et c'est visible, ça séquestre du carbone, c'est visible, c'est là, donc c'est pas chimérique. Vous diriez, vous, que la Grande Muraille Verte, dans votre pays, au Sénégal, un des 11 pays, c'est un succès? Ou est-ce qu'il faudrait faire plus et plus vite? Moi, je l'appelle la Grande Muraille brune. Et je travaille à la rendre verte. Et j'essaie d'innover par des techniques, justement, qui impliquent les éleveurs. Par exemple, une des techniques, c'est que je nourris le bétail des éleveurs avec des espèces de gousses très appétées, très recherchées, comme l'acacia albida, comme le prosopis, qui sont des fruits sauvages que mange le bétail. Donc, je nourris le bétail et quand ces graines passent dans le transit, parce qu'en réalité, la forêt ne se régénère pas par l'action humaine. Elle se régénère de manière naturelle quand les arbres sont liés à des animaux et que les animaux consomment les fruits sauvages pour les transporter ensuite. Il pleut dessus et ça germe, ça devient un arbre. Donc, nous utilisons cette technique-là. Nous utilisons aussi une autre technique d'offrir à la terre des graines. Donc, nous récoltons des centaines de millions de graines de toutes espèces confondues. Et bien sûr, nous jetons les graines, nous offrons les graines à la terre, mais dans les endroits où il y a la pluviométrie. Oui, ce qui n'est pas le cas partout au Sahel. Et ça m'amène à aborder une autre des critiques concernant cette Grande Muraille Verte. Plusieurs études, dont certaines sont reprises par le rapport spécial du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, le fameux GIEC, c'était un rapport publié il y a un an, attestent d'un reverdissement du Sahel depuis la fin des grandes sécheresses des années 80. Est-ce que cette Grande Muraille Verte fait toujours sens? Oui, elle fait sens parce que, comme a très bien dit notre ami, il faut protéger les plantations, il faut protéger les espèces, il faut mettre des clôtures pour que les chèvres en particulier n'y aillent pas. Donc le reverdissement en soi, il faut aussi l'accompagner, il faut aussi l'aider. Cette année, il a bien plu, je pense que Aïda va me le confirmer, donc on est quand même plutôt optimiste pour les plantations de cette année, je pense. C'est le cas, Monsieur El Ali? Oui, on a vu une très belle pluviométrie. J'espère que l'année prochaine, ça va se conduire. On a en Casamance 2000 mm, alors qu'habituellement, ça tourne autour de 1000, 1100. Et au nord aussi, c'est le même constat, il a beaucoup plu. Et nous avons beaucoup planté. Nous espérons que cela va vivre. Mais nous allons vers la régénération assistée. Nous avons vu dans le Colli Alpha, dans la commune d'Omboula, par exemple, une réserve de 1000 hectares, où nous avons introduit des oryx qui se sont reproduits même cette année. Le 5 juillet, on a eu une naissance. Et dans le Colli Alpha, où il y a 1000 hectares protégés, on a à la fois plusieurs étages. On a des jeunes pousses, on a des pousses moyennes et on a des grands arbres. Alors quand vous allez à l'extérieur, il n'y a que des grands arbres, il n'y a pas de jeunes arbres. Donc c'est vraiment signe qu'avec si on assiste un peu en clôturant, en protégeant, en impliquant les populations, parce qu'ils vont aussi y récolter
du pâturage, eh bien ça marche. Les populations, comment vous les impliquez? Parce qu'une des critiques qui est faite aussi, c'est que les populations n'ont pas été assez impliquées dans le projet. Comment vous le faites, vous, très concrètement? Bon, très concrètement, déjà, on leur prouve que dans les réserves communautaires, le tapis herbacé est très présent. Donc, le bétail trouve là-bas de l'herbe, du pâturage. Donc, on leur permet une fois par année, sur certaines zones, d'aller couper le pâturage. Et ils en profitent eux-mêmes. Donc, ils le constatent. Et aujourd'hui, de plus en plus, eux tous nous demandent des réserves communautaires. Parce qu'ils constatent qu'à l'intérieur, il y a du pâturage. À l'extérieur, il n'y a ni jeunes pousses, ni pâturage. Mais il faut les impliquer au départ. L'idée, c'était justement, Gilles Boetsch, de créer de l'emploi aussi. Absolument. Éviter que la jeunesse parte, émigre ou se tourne vers d'autres activités plus illégales. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'emplois qui ont été créés? L'agence emploi, il y a plus de 1000 emplois qui ont été créés pour justement gérer les plantations. D'autre part, il y a les jardins polyvalents qui donnent du travail aux femmes, qui leur donnent accès à une alimentation différente grâce aux fruits et aux légumes. Et puis, il y a tous les produits forestiers qui vont émerger et qui vont donner effectivement une richesse nouvelle à ces populations. Non seulement les gens ne partiront pas, mais moi je pense même que les gens vont venir. Ça va être une zone attractive. C'est le cas au Sénégal? Est-ce que les gens qui peut-être sont partis reviennent? Haider El Ali, pardonnez-moi, c'est pour vous. Oui, eh bien, ce n'est pas quelque chose que je constate, c'est peut-être un vœu. On va arriver à ça si on continue à travailler, à reforester, et que les gens trouvent des raisons pour revenir. Parce que nous voulons aller vers des oasis. Parce que dans ces endroits dont on parle, il n'y a pas d'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Et pour planter un arbre, il faut de l'eau. Alors nous voulons créer des oasis où on va amener l'eau, où on va planter des palmiers dattiers, où on va planter donc de la culture fourragère, où on va planter le maraîchage, comme le dit le professeur, et les arbres fruitiers. Il faut intéresser économiquement, socialement les populations, mais il faut partir d'un oasis, d'un point d'eau. Donc soit on amène l'eau parce qu'il y en a sous terre, soit on le retient parce que quand il pleut, il y en a. Il faut donc travailler sur les technologies un peu nouvelles pour pouvoir conserver de l'eau. Ça, c'est un problème effectivement central et essentiel. Quelle technologie alors? Alors, quelle technologie? Bon, on a essayé plusieurs technologies qui ne marchent pas trop bien, faut dire. Mais avec les scientifiques, avec les ingénieurs, on essaye de mettre au point des solutions qui pourraient être un petit peu... Alors, avec des sites de l'eau enterrée, des choses comme ça, vous voyez. Le problème, c'est de pouvoir irriguer ces arbres le plus longtemps possible, qui viennent juste d'être plantés, pour qu'ils puissent survivre à la sécheresse. C'est ça le véritable enjeu. Il y a, pour terminer rapidement, il y a la question du financement aussi. Il y avait des promesses de 4 milliards de dollars. On en est très loin. Où est cet argent? Pourquoi il n'arrive pas? Ça, je me tourne vers le directeur de la Grande Muraille Verte. Rapidement pour terminer, où sont ces 4 milliards promis? D'abord, madame, la muraille, ce n'est pas 15 km de large, c'est 100 km de large. C'est tout lisière de 100 à 400 mm. Donc c'est un territoire immense. 100 km de large et 500 km de long, rien qu'au Sénégal. Cette bande de 15 km, c'était une bande de test. Donc, mais pour conclure rapidement sur le financement. Alors, moi, ma voiture, il faut la pousser pour qu'elle s'allume. On a de vieilles voitures, on n'a pas de financement, hein, donc je ne sais pas qui parle de financement. En tout cas, elles ne sont pas là. Et en tout cas, on en a bien parlé. Alors peut-être que ce sera l'occasion pour vous d'en récupérer et d'en profiter. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous en plateau sur TV5 Monde. Merci beaucoup. Merci. Pascal, merci à vous. Merci beaucoup.